Donc bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la filiale Rhum en Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis accompagné de différents amis, Fabien du Clos des Millésimes, Jérém, amateur de rhum, Sandy euh, qui tient la cave Aizine, cave comptoir du rhum, j'ai un gros trou de mémoire, et Julien, amateur de rhum également, du Rhum Club Aquitaine. J'aurais voulu commencer par une question pour toi, Sandy, à savoir quelle est l'histoire du rhum, quels sont les liens entre le rhum et Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine en général. Alors, l'histoire du rhum à Bordeaux, elle a commencé bien sûr avec la traite négrière, puisque on se dit que Bordeaux a fait fortune avec le vin, mais non, la traite négrière a amené énormément de choses, puisqu'on avait énormément d'armateurs de rhum sur Bordeaux, et ça a commencé dès 1672 jusqu'à 1837, où Bordeaux, derrière Nantes et La Rochelle, faisait 11% du commerce triangulaire, avec 508 expéditions et 150 000 Noirs esclaves déportés pour la ville de Bordeaux et les alentours, puisque ça allait servir jusqu'à Libourne, Arcachon, j'en ai des registres jusqu'à Agen, Marmande, même des petites villes comme Condonge et les registres d'esclaves qu'il y avait sur place, tout ça. Mais le rhum, par contre, est arrivé vraiment à Bordeaux aux alentours de 1850, où là, on a eu vraiment une croissance non-stop. Ça a continué à monter les volumes. Ce qui était rigolo, c'est que dans ces années-là, la consommation des Girondins était de à peu près 1,12 litres de rhum, enfin d'alcool pur, pardon, par personne et par an. D'accord. C'est passé en 1850, puis en 1854 à 4 litres. L'arrivée du rhum, déjà à l'époque, on avait pas mal d'amateurs et ils se sont fait plaisir à découvrir le rhum, puisqu'à l'époque, c'est du rhum grand arôme qui était rechargé, puisque en Martinique, nous, rien que pour parler de la Martinique, on avait déjà à peu près 450 sucreries et distilleries sur place. Et sachant que c'était Saint-Domingue qui faisait 70% de l'export de sucre. C'est là où il y avait le plus gros volume. Saint-Domingue, Haïti et la République dominicaine aujourd'hui. Et donc, Bordeaux a continué à évoluer sur le rhum jusqu'en 1914. Il y a eu une loi qui a été votée, qui a été très sympa pour le rhum. C'est les douanes, hop, c'est libre. On arrête de compter les douanes pour les alcools qui viennent de dom-tom et étrangers. Du coup, ça a pu arriver en volume, en masse, ce qui est très bien d'ailleurs pour la guerre, puisque on faisait déjà venir l'alcool pour les militaires, ça faisait partie des rationnements, et beaucoup arrivaient forcément dans le port de la Lune. Ensuite, on a eu la peur des agriculteurs bordelais qui font le vin, le cognac, même un peu plus loin pour l'Armagnac, où eux étaient contrôlés au niveau des douanes et ils se faisaient supplanter. Donc là a été votée la loi sur les contingents en 1922. Donc ça a réduit les volumes de rhum. Il y avait plus de demandes que d'offres et ça a permis d'étaler un peu les divers alcools pour tout le monde. Après, on a eu la fameuse crise du rhum qui a commencé en 1939 avec la guerre. Et dans les années 42 puis 44, rupture de contact entre Bordeaux et les Antilles, puisqu'il n'y avait plus rien qui partait. C'était très compliqué. Il a fallu plus d'une décennie pour que ça revienne, puisqu'on avait toujours les rhums Grand Arôme qui arrivaient. Mais comme il y en avait trop peu à Bordeaux, ils se sont mis à faire de l'eau rumée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vieilles bouteilles de collection où c'est marqué dessus eau rumée, espèce de eau de vie coupée, Roméo. Il fallait continuer à vendre parce qu'il y avait toujours de la demande. Et dans les années 70, c'est revenu en force avec en 1971 l'arrivée de l'Ammonie, première distillerie, rhum de distillerie, à arriver depuis et qui n'est jamais reparti. Puisqu'on en avait les premières qui étaient arrivées en France, c'était dans les années 30 avec la distillerie Saint James, mais ça a été éphémère. En fait, on se rappelle d'elle surtout à l'exposition de Paris en 1937, mais c'est surtout l'Ammonie qui est arrivée définitivement, qui a ouvert le bal des distilleries en 1971. Merci beaucoup pour ces éléments. Et des maisons historiques telles que Bardinet, Marie-Brizard, qui avaient une implantation forte et des liens forts avec le rhum, quel rôle est-ce qu'elles ont joué dans toute dans toutes ces relations, en fin de compte, entre les Antilles, la Réunion aussi? Je crois que du rhum arrivait depuis la Réunion jusqu'à Bordeaux. Quel rôle
ont-elles joué? Est-ce qu'elles continuent de rayonner sur le territoire du rhum? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, Bardinet, donc ça s'appelle la Martiniquaise, hein, Bardinet Distribution, ils sont numéro un, hein, en France en distribution. Ils avaient même acheté tellement de distilleries que le tribunal du commerce leur en a retiré pour la Martinique. Sinon, ils avaient le monopole et ça allait être compliqué. Après, ils pouvaient appliquer les prix qu'ils voulaient. Et c'est vrai que Bardinet, on en parle toujours, Bardinet Bordeaux, 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 mais Bardinet, ça a été créé à Limoges en premier. Ça vient d'abord de Limoges et ensuite ils sont venus s'implanter à Bordeaux en créant Negrita, puis Olnick. En 1967, en Martinique, ils ont acheté Dillon. Puis en 1994, ils ont acheté Saint James. Saint James venait d'acheter Bali. Donc ça leur a permis vraiment de s'étaler. Ils possédaient déjà Depaz, qui Depaz était énorme en Martinique, puisque Victor Depaz, le créateur, était propriétaire de plusieurs sucreries avec la maison Gradis, famille bordelaise, qui possédait des habitations Gradis d'ailleurs, au nord de la Martinique. Donc, ouais, ça a énormément joué. Marie Brizard a acheté énormément de fûts. C'est vraiment un gros distributeur, puisqu'eux faisaient beaucoup de rhum Grand Arôme. Pareil, on a de plusieurs marques, Marie Brizard, Charleston, et ainsi de suite. Ils en ont sorti de partout. Et puis après, il y avait tous les petits indépendants, comme on avait le rhum Saint-Esprit, qu'on retrouve encore à Blagon, sur le château d'eau, où il y a encore la pub d'époque. Et il y en a des vertes et des pas mûres, la Pointe des Nègres, le Rhum Cana, avec des noms qui rappellent bien l'esclavage, hein. Les Trois Nègres, il y avait aussi à Bordeaux le Rhum du Nègre tout court, Courbe Algerie Suttenberg. Donc il y avait vraiment de quoi à Bordeaux pour la filiale Rhum. Et les seuls qui se sont vraiment détachés aujourd'hui, on restera sur Bardinet, puisqu'il a vraiment écrasé la concurrence et il a pris le monopole sur la région. Est-ce qu'aujourd'hui, le rhum continue de vivre au travers différents embouteilleurs, au travers différents producteurs dans la région Nouvelle-Aquitaine? Est-ce qu'il y a un nouvel essor? Quelle est un peu la dynamique aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? Toi, Fabien, toi, Sandy, au niveau, en tant que caviste, quelle vision est-ce que vous avez par rapport à tout ça? Le rhum en Nouvelle-Aquitaine se développe de plus en plus, en tout cas sur Bordeaux. Récemment, je pense qu'il y a une petite mode qui s'est mise, Sandy, je pense que tu peux me confirmer ça, il y a une dizaine d'années, je pense, vraiment, où le public s'est remis à regoûter le rhum. Bien aimé ça. Il y a aussi la création de nouveaux embouteilleurs indépendants, les influenceurs, voilà, comme toi, comme Julien, etc. Tout ça, ça participe à faire une sorte de microcosme où les gens sont vachement intéressés, discutent, se tournent, et ça permet vraiment au développement du rhum, hein, voilà, dans la région. Complètement. On voit bien la tendance. Moi, j'avais ouvert la première cave en 2009, justement parce qu'il y avait de la demande. Déjà sur les marchés, je le voyais. Donc, ça a été assez impressionnant, l'engouement. Mais ce qui était rigolo, c'est que sur ma première cave, j'avais des anciens, hein, des personnes d'un certain âge qui venaient pour m'acheter du Negrita pour faire leur petit punch. Puisqu'ils voyaient leur père le faire, leur grand-père le faire. Donc, pour eux, c'était logique de continuer. Donc, ça paraît tellement fou aujourd'hui. Mais il y a 10-15 ans, il fallait éduquer les Bordelais, aujourd'hui, nouvelle génération, à consommer le rhum. Et depuis, ben, c'est la curiosité et puis tous ces embouteilleurs indépendants qui arrivent, qui nous régalent. Et les gens s'aperçoivent qu'on peut faire tellement de choses avec le rhum sur les cocktails, mais sur des consommations pures aussi. On a l'impression qu'ils découvrent un nouvel alcool alors qu'il a toujours été présent. Jérém et Julien, en tant qu'amateurs de rhum, quel est pour vous le ressenti de la dynamique actuelle? Est-ce que de votre côté, en tant qu'amateur, pareil, vous avez l'impression que le rhum, qui, comme on le disait, hein, ça a commencé à connaître un essor depuis 10 ans. Au début, c'était plutôt un alcool de niche, un alcool, j'ai envie de dire, bon marché aussi. Aujourd'hui, c'est plus totalement la réalité. Et quelle dynamique, comment est-ce que vous ressentez les choses au niveau local? Est-ce que vous avez l'impression que qu'il y a un engouement, qu'il y a une bonne dynamique, et que des groupes se créent, etc., pour permettre justement de partager, de faire vivre cette passion? Oui, totalement, puisque il y a plusieurs choses, ne serait-ce que le festival aujourd'hui, il y a différents festivals depuis quelques temps. Il y en a 2 autres qui vont arriver récemment sur Bordeaux. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Il y a également l'émergence d'énormément d'embouteilleurs indépendants, alors qu'ils soient bordelais ou régionaux, en tout cas, il y en a de plus en plus. Il y a notamment Swell de Spirit, pour ne citer que lui. Il y a Gadiambe également, avec Étienne, qui fait donc des rhums qui viennent de La Réunion pour le moment.
Donc ça, c'est un deuxième élément. Et également le fait qu'il y a énormément de groupes Facebook. Nous, on fait partie d'un groupe Facebook où on partage énormément notre passion. On achète des bouteilles, on fait des échantillonnages pour que le plus grand nombre puisse goûter. Et ça permet justement de goûter ces différents rhums, alors qu'ils soient de producteurs bordelais, enfin d'embouteilleurs bordelais, pardon, mais également d'embouteilleurs globaux. Et je pense que les cavistes aussi, de par l'émergence de tous les produits qu'il y a aujourd'hui, notamment chez Fabien, avec toutes les références qu'il a, Sandy également, ces références augmentent régulièrement. Alors oui, en effet, pour reprendre ce que tu disais, je pense qu'il y a vraiment eu un passage entre le rhum de grande consommation, les petits punchs, le rhum pas cher, pour les étudiants notamment, à un vrai rhum de dégustation premium. Non, vrai rhum de dégustation, et notamment on voit arriver des millésimes des années 80, 90, alors que c'est des choses qu'il y a 10 ans, on ne voyait pas sortir de terre. Donc les consommateurs se sont mis à regarder de près ces produits, les distributeurs et les embouteilleurs également. Donc forcément, il y a eu un impact chez les cavistes et pour tous les clients des caves, en effet. Seul petit effet pervers que ça peut avoir, c'est que tous les embouteilleurs indépendants essaient un petit peu de se battre pour embouteiller des choses parfois dans 30 ans et plus. Et malheureusement, là, il y a une hausse des prix depuis 3 ou 4 ans qui est quand même très, très importante. Est-ce que vous pensez justement que la multiplication des salons, des caves dédiées aux spiritueux, de groupes Facebook, etc., est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est quelque chose qui va être pérenne dans le temps? Comment est-ce que toi, tu perçois ça en tant qu'amateur? Comment est-ce que vous percevez ça en tant que caviste? Comme tu le disais, Sandy, il y a 10 ans, c'était une niche. Aujourd'hui, et il fallait faire de l'éducation. Aujourd'hui, c'est un étendard, quoi. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à se rallier à cet alcool-là. Comment est-ce que vous imaginez un peu l'avenir du rhum sur le territoire? Alors, comme je disais justement par rapport à ça, plus d'informations, plus de gens qui s'y intéressent. La quantité, malheureusement, a tendance, elle, à baisser. Donc, forcément, les prix, eux, ils augmentent. Mais difficile de se plaindre de ça, je pense, parce que bon, l'information, ça reste quelque chose de très important. Et que ce soit culturellement, juste en termes de découverte, de plaisir, et puis en effet, de goûter des choses bonnes, voire très très bonnes. On peut se faire plaisir. Le seul bémol, c'est que les bourses ne suivent pas pour tout le monde. Et le rhum devient de plus en plus cher. Quand on veut de la qualité, il faut mettre le prix. Et c'est dur pour certaines personnes qui aimeraient pouvoir se faire plaisir et qui ne peuvent pas au final. Et même quand elles pourraient, derrière, récupérer des bouteilles, avec la spéculation qu'il y a aujourd'hui, tout ce marché parallèle qui s'enflamme, ça tue. Ce qui pousse aussi les maisons de rhum à augmenter le prix, puisqu'ils se disent, attendez, derrière, ça se vend le double de ce que je propose. Donc non, il y a une grosse spéculation. J'espère qu'un jour, ça va finir par se calmer et que tout le monde pourra consommer le rhum, parce que, comme je le redis tout le temps, c'est rencontre et partage à la base. Et aujourd'hui, ça va devenir, si ça continue comme ça, il y a certaines maisons qui resteront que pour les plus grosses bourses, ce qui est complètement injuste et dommage d'ailleurs que les gens ne puissent pas en profiter. Après moi, pardon, si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est que, et c'est l'intérêt de ce salon, c'est que c'est pas que le salon du rhum, et justement des amateurs de rhum que nous sommes et que, enfin moi que je suis initialement, on s'oriente également vers d'autres alcools, vers d'autres spiritueux qui sont aujourd'hui à des tarifs plus abordables. Je pense évidemment à l'Armagnac ou au cognac, même si le cognac aussi connaît une bulle spéculative importante. On a par exemple 09 Spirit qui a embouteillé de superbes Armagnac à des budgets qui sont plutôt... sur les vieux millésimes, ce sont des budgets qui sont importants, mais comparé au rhum, au whisky par exemple, qui sont tout à fait raisonnables. Est-ce que c'est vraiment culturel et lié à notre région, le fait justement de faire cette passerelle entre l'Armagnac, le cognac et le rhum, ou est-ce que c'est quelque chose que vous, en tant que caviste, vous, en tant qu'amateur, vous retrouvez au niveau national, cette tendance également? Cette bascule ou cette ouverture sur autre chose que du rhum? La difficulté récemment, c'est que avec l'envolée des prix, c'est vraiment récent, c'est pendant le Covid, post-Covid, où là, il y a vraiment eu un intérêt, on va dire, du public qui a été chez eux pour consommer du vin et des spiritueux.
Là, on a vraiment senti de la part des marques, des distributeurs, des distilleries, qu'il y avait un engouement. Donc, du coup, on a ressenti en tout cas qu'ils ont dit c'est le moment d'augmenter les prix. Du coup, ça crée un souci. C'est que, avec l'augmentation des prix, c'est que voilà, le rythme de vie pour tout le monde ne suit pas. Et du coup, les amateurs, et nous les cavistes en premier, on leur a fait découvrir d'autres produits à meilleur rapport qualité-prix. Voilà. C'est le gros souci, je pense, du marché et de l'avenir, que ce soit sur les rhums agricoles, mais aussi sur les rhums de mélasse. C'est un peu moins le cas sur les rhums hispaniques, qui sont restés à des prix, on va dire, corrects de par leur volume. Mais vraiment, sur les beaux rhums de mélasse, de type Jamaïque, Guyane britannique, et surtout pour moi, les rhums agricoles, que ce soit de Martinique, même de Guadeloupe aujourd'hui, ou de Marie-Galante, si cette augmentation de prix continue, j'ai peur que ça fasse un clash à un moment donné, parce que nous, on le ressent dans nos boutiques. Les clients ne peuvent plus suivre. Et c'est difficile pour nous, quand on a vendu un produit, la même qualité, le même produit, 6 mois avant, on le vendait, je vous donne un exemple, 35 € et que ça passe à 50 ou 55 €. Nous, on n'a pas de justification par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est la petite difficulté. Et c'est la magie des spiritueux aussi, parce que quand on aime le rhum, on aime souvent d'autres spiritueux. Et c'est là où on découvre des spiritueux du monde, notamment l'Armagnac, qui jouissent de rapports qualité-prix extraordinaires aujourd'hui. J'espère que ça va continuer. Mais aussi le cognac, ou je pense au pisco, je pense au mezcal, même si on est sur des prix un peu plus premium. Mais là où on a la capacité de déguster des choses qui nous apportent autant de plaisir sur des budgets un peu plus faibles. Voilà. Donc je pense qu'il y aura un effort, en tout cas pour le marché français. Nous, on serait content que les distilleries, les marques, les distributeurs soient un peu plus raisonnables quand ils pensent à augmentation. Même si l'Asie pousse pour augmenter les prix, de ne pas perdre le marché traditionnel et le marché historique. Julien, toi, est-ce que tu as l'impression justement que cette tendance, et c'est la question que je posais au début, entre cette passerelle entre rhum, cognac, armagnac, c'est quelque chose qui est vraiment néo-aquitain, ou c'est quelque chose que toi, quand tu échanges avec différents groupes, différents acteurs, différents amateurs en France, c'est des tendances qui se ressentent également sur l'ensemble du territoire? Alors, pour discuter avec pas mal de gens dans les groupes ou en privé, en effet, il y a vraiment cette passerelle qui s'est établie il y a quelques temps. Comme on dit, malheureusement, c'est lié au prix du rhum à l'heure actuelle. Et souvent, je prends l'exemple du millésime 1990. Un rhum de 90, un cognac de 1990 ou un Baz Armagnac de 90, on passe quand même du simple au quadruple niveau prix. Ça fait une grosse différence. Et même si, pour moi en tout cas, le cognac et le Baz Armagnac, c'était considéré comme des alcools de vieux, entre guillemets, en fait, en dégustant certains cognacs et Baz Armagnac de belles maisons ou de chez beaux embouteilleurs, on se rend compte que non seulement l'alcool lui-même est bon, mais en plus, on arrive gustativement parlant, à vraiment faire une passerelle avec le rhum. Donc, ce n'est pas juste une question de finance, bien entendu, mais vraiment, gustativement parlant, on a un intérêt pour ces produits-là. Et moi, j'ajouterais aussi que ça se voit non seulement en France, mais aussi en Europe. On a des gros consommateurs, par exemple, de spiritueux au Danemark ou en Suède. Où sur ces groupes-là, en fait, ce sont vraiment des geeks des rhums extrêmement complexes. Les rhums, comme disait Fabien tout à l'heure, de Guyane britannique ou de Trinidad et Tobago, les rhums de tradition anglaise. Ils sont aussi fans de cognac et également d'armagnac. Et pour être sur des groupes également de partage sur ces différents spiritueux-là, ces gens-là, la passerelle, elle est tout à fait présente également donc en France aussi, mais en Europe également. On a vu depuis quelques années beaucoup de salons émerger en Nouvelle-Aquitaine. On a eu un salon à Limoges il y a quelques semaines. On en a plusieurs à Bordeaux, comme tu le disais. Est-ce que comment s'y retrouver, comment savoir, ou est-ce que, enfin, je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il est intéressant d'avoir cette multiplication des salons-là? Est-ce que ça permet vraiment de promouvoir le rhum sur l'ensemble du territoire, ou est-ce qu'il vaudrait mieux une concentration, à contrario, de ces salons? En effet, beaucoup de salons. L'intérêt à l'heure actuelle pour moi sur ces salons-là, c'est de goûter des produits.
Les embouteilleurs officiels, les embouteilleurs indépendants, ils sortent leurs produits en 2 ou 3 fois sur l'année. Donc c'est vrai qu'avoir des salons tout au long de l'année, ça permet de goûter des produits, des futurs produits ou des nouveaux produits à peu près tout le temps. Donc ça reste un point très intéressant. L'autre point aussi intéressant, c'est qu'il y a et les salons vraiment avec une très très grosse fréquentation et des salons plus intimistes. Et là, ça permet aussi aux visiteurs de choisir quelle atmosphère ils préfèrent. Ce que je voulais rajouter, déjà, c'est ce qui est super cool, c'est qu'il y ait des salons à Bordeaux. Ça, on a été pendant très longtemps oublié. Enfin, il n'y avait peut-être pas le marché pour ça aussi. Mais quand on souhaitait déguster des nouveautés, du rhum ou voilà, des spiritueux en général, Bordeaux, il n'y avait pas. Il y avait uniquement pour le vin, c'est déjà très bien, on a cette chance-là. Et du coup, il fallait monter absolument à Paris, notamment Whisky Live, hein, qui est un des salons historiques. Et c'est vrai que c'est cool depuis quelques années. Philippe, le créateur de ce salon, qui avait lancé le Bordeaux Rum Festival il y a 4-5 ans, peut-être un peu plus, je ne sais plus. C'est 4 ans. 4 ans, ouais, 4-5 ans, voilà. Et ça, on était hyper contents. Voilà. Sandy et Philippe, qui étaient les précurseurs, on va dire, de cavistes spécialisés dans le rhum. Moi qui me développais là-dedans, qui était passionné, découvrir voilà, plein de maisons qu'on n'a pas l'habitude de goûter, de découvrir. C'est un lieu génial. Donc, qu'il y ait plusieurs salons à Bordeaux, c'est à la fois bien parce que ça permet de découvrir 2 univers un petit peu différents. Sur ce salon, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a plein de petites maisons, d'embouteilleurs indépendants, des gens qui font des choses extrêmement sérieuses, très appuyées. Mais il y a aussi voilà, des belles maisons comme La Favorite qui sont un peu plus connues. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, il y a du cognac, de l'Armagnac, ça c'est génial. Et d'autres salons qui sont présents à Bordeaux va présenter des marques un peu plus nationales, voire internationales. Et voilà, comme ça permet d'en avoir pour tout. Mais c'est vrai que l'idéal, peut-être, ça serait d'avoir un très grand salon. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais d'avoir un très grand salon qui dure 3-4 jours où il y a un peu comme le Rumfest à Paris ou le Whisky Live, où il y a vraiment un très beau panel de maisons, d'embouteilleurs indépendants, et ça serait chouette. Ouais. Voilà. Est-ce que l'avenir appartient aux grandes maisons que l'on connaît tous, les producteurs directs, ou plutôt aux embouteilleurs indépendants qui émergent de plus en plus sur le territoire et nous proposent bien souvent de magnifiques produits? Comment est-ce que toi tu vois ça, Jérém? Moi, je pense que ça peut être les deux. Je prends l'exemple de la maison de Paz, ou de maisons martiniquaises qui font des produits VSOP ou XO, qui sont des produits plus standardisés, et qui vont contenir à des palais qui veulent un produit entre guillemets rassurant et qui ne change pas au fil des années ou peu en termes de profil aromatique. Mais ces maisons-là peuvent aussi proposer leurs produits à des embouteilleurs indépendants sur des choses un petit peu plus de niche qui vont être destinées à une clientèle qui va chercher quelque chose de différent. Ça peut être la même clientèle qui veut 2 produits différents, mais ça peut être une clientèle différente à chaque fois. Et donc la deuxième clientèle viendrait chercher une typicité particulière, par exemple sur un rhum single cask ou sur un rhum d'un millésime particulier, ou avec un travail fait par l'embouteilleur, c'est-à-dire qu'il va acheter un fût par exemple sur un rhum de 6 ans et va décider de le faire vieillir différemment pour apporter sa patte et aller chercher un profil différent justement. Alors, merci pour cette question parce qu'elle est très intéressante. Et personnellement, je pense qu'il y a un vrai intérêt entre les maisons mères, les distilleries et les embouteilleurs indépendants de travailler ensemble. On a besoin des distilleries et des maisons mères pour vraiment le rhum de grande consommation, il en faut. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on voit les embouteilleurs indépendants en fleurir. Et il ne faut quand même pas oublier qu'à la base, ce sont des gens qui sont passionnés par le rhum ou par les spiritueux en général, qui ont goûté, eux, en tant que clients, beaucoup de produits. Et c'est vrai que quand ils font une sélection, ils ont une échelle dans leur tête pour, quand ils goûtent un fût, oui, en effet, celui-là est magnifique. Et c'est un produit que la distillerie ou que l'embouteilleur officiel, en tout cas, n'arriverait pas forcément à sublimer. Donc ça, c'est quand même vraiment le premier point, c'est que l'embouteilleur indépendant, il va sélectionner un fût parmi 100, 500 ou 1000 fûts.
Et soit l'embouteiller comme tel parce que ce fût est exceptionnel et il faut le garder comme ça, soit travailler ce fût, soit sous forme d'assemblage, soit avec un finish ou un autre type de vieillissement. Donc pour moi, il y a vraiment un partenariat qui doit s'établir entre eux et aussi dans l'espoir d'avoir des embouteillages indépendants qui gardent un prix acceptable pour tout le monde. Mais est-ce que du coup, ce sont ces embouteilleurs indépendants qui favorisent l'innovation, de nouvelles méthodes, de nouveaux finishes, peu importe en fin de compte les méthodes employées, est-ce que ce sont eux qui sont avant-gardistes sur la découverte de certains produits et sur de nouvelles méthodes? Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a certaines distilleries qui prennent l'initiative sur ces choses-là. Par exemple, avec HSE et des chauffes spécifiques sur leur dernière XO, où ils ont fait un travail particulier sur la chauffe de la barrique. Alors, j'ai pas le détail exact de ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont proposé. Mais je pense que en fait, les embouteilleurs indépendants permettent aussi aux distilleries peut-être de se remettre en question en se disant, voilà, eux, ils font des produits ultra spécifiques, ils vont chercher une spécificité quelle qu'elle soit, et ça peut leur permettre justement de se remettre en question aussi et d'apporter dans leur gamme une gamme un peu moins traditionnelle. Que je pense que si on regarde pardon, les rhums martiniquais d'il y a 10 ans, la gamme a énormément changé. Je pense que justement, on va vers une spécificité, alors peut-être pas aussi prononcée que les embouteilleurs indépendants, mais ils sont obligés de s'adapter aussi parce que le client veut toujours un produit de plus en plus spécifique, quel que soit le marché, que ce soit le marché du rhum, des spiritueux, que ce soit les vêtements, les baskets, que ce soit, enfin voilà, d'une manière générale, même les voitures, les gens veulent de plus en plus de produits spécifiques ou individualisés pour eux. Alors oui, pour rebondir aussi sur ce que tu disais là-dessus, qui a eu la primeur de l'innovation? Forcément, ce sont les distilleries et les maisons mères. On sait que parfois, il y a des échecs qui ont eu lieu pendant les développements, pendant les essais. Échec à une époque, produit intéressant peut-être 10 ans plus tard, où en effet, un fût qui ne correspondait pas au cahier des charges de la distillerie et que quelqu'un a goûté et qui s'est dit mais non, c'est trop bon pour être oublié. Et ça, c'est aussi un des avantages, je pense, de l'embouteilleur indépendant actuellement. Si on aborde maintenant un côté écologique, éthique, est-ce qu'il est possible de fabriquer aujourd'hui un rhum qui soit éthique, tant sur la traite des personnes, enfin l'utilisation des personnes qui produisent le rhum. Je pense à certaines maisons au Nicaragua que je ne citerai pas qui ont subi quelques scandales les dernières années. Est-ce qu'on peut avoir un rhum qui est propre, écolo? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Est-ce que ce sont des choses qui sont souhaitables? Comment est-ce que tu vois ça, toi, Fabien? Je pense que c'est possible. D'ailleurs, c'est déjà le cas, notamment en Martinique. Ça commence aussi à arriver en Guadeloupe. Mais c'est vrai que la culture de la canne à sucre est une culture très difficile, où il y a beaucoup de travail, on va dire, dans le champ, voilà, pour faire des cannes comment dire, parfaites, on va dire, voilà, pour faire le rhum. Et c'est une culture où traditionnellement il y a beaucoup d'herbicides, de pesticides, voilà, qui sont utilisés. Et faire une culture bio, ça demande énormément de travail humain, voilà. Donc là, on revient tout à l'heure, pareil, à la problématique de prix, parce que voilà, notamment en France, avoir beaucoup de staff dans des champs de canne, c'est un coût. Mais il y a des belles maisons qui sont en train d'y arriver. Je pense par exemple à Naisson, en Martinique, à 1710. Même Saint-James commence à s'y mettre sur une partie de sa gamme. Et voilà, plein d'autres maisons. Et je pense que c'est quand même l'avenir. C'est la même chose dans le vin, dans le monde du vin. Il faut penser à la planète, il faut penser au respect de l'environnement. Il y a aussi le travail, par exemple, je pense aux frères de la Côte qui font un travail remarquable avec le Tresson-Bresse sur déjà sur le transport à la voile. Voilà, ils partent directement de métropole avec des cargaisons voilà, de denrées qu'ils amènent directement aux Antilles. Et sur place, ils récupèrent du rhum.
et d'autres des fruits aussi, enfin d'autres choses, mais pas mal de rhum, qui transportent jusqu'en métropole. Et en plus, ils ont découvert un peu, je ne sais pas si c'était fait exprès ou voilà, un vieillissement dynamique qui est réalisé dû aux différentes températures, aux différentes pressions atmosphériques, qui apporte une sorte de vieillissement accéléré, qui est extrêmement intéressant et qui apporte des rhums non communs, on va dire. Là, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, Julien, sur des produits un peu spécifiques, un peu différents. Et c'est vrai qu'il y a un public qui recherche ça. Voilà. Donc, je pense quand même que l'avenir, et c'est la même chose dans l'agriculture en général, il va falloir qu'on revienne traditionnellement à ce qui se faisait, on va dire, avant la Seconde Guerre mondiale, et même un petit peu avant, sur des productions plus propres, plus respectueuses de l'environnement, mais aussi de l'humain, parce que voilà, tous ces pesticides, herbicides, etc., c'est pas bon à la fois pour la planète, mais pas bon aussi pour l'homme. Et il y a eu de nombreuses maladies. Voilà, tu parlais du Nicaragua, c'était une catastrophe. Voilà ce qui s'est passé, avec beaucoup de personnes malades. Donc tout ça, c'est important, et je pense que c'est vraiment l'avenir aussi du rhum et des spiritueux en général. Ouais. Avec le réchauffement climatique, si on se projette à 20, 30 ans, 50 ans, est-ce que vous imaginez un jour qu'on aura des cannes à sucre qui pousseront ici, à Bordeaux ou dans la région, avec la possibilité de produire du rhum? On voit que ça a été fait dans le sud-est de la France, avec Guillaume Ferroni notamment, et une de ses cuvées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît plausible? Aujourd'hui, à la vitesse où vont les choses, oui, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. C'est pas impossible qu'un jour on puisse planter des cannes. Après, moi, je suis pas climatologue, mais on peut considérer que ce soit possible, ouais. Oui, en effet, une canne rose en grande Champagne, pourquoi pas. Bon, ça serait triste quand même que ça arrive, mais oui, on va s'en approcher forcément avec le réchauffement climatique si l'évolution ne change pas en tout cas. Et puis même, je pense que scientifiquement parlant, on doit pouvoir créer à l'heure actuelle des espèces qui sont adaptées au climat métropolitain ou en tout cas au climat européen. Après, France, Croatie, Espagne, peut-être même encore un peu plus haut. Qui sait, on aura peut-être de la canne à sucre des glaces. Surtout qu'historiquement, la canne à sucre avait été importée d'Inde et avait été plantée dans le sud de l'Espagne ou du Portugal. J'ai un petit couac. Et d'ailleurs, il y a encore des plantations, que ce soit au Cap-Vert, que ce soit à Madère, voilà, des grandes plantations de canne. Donc c'est possible qu'avec le réchauffement climatique, si malheureusement ça se poursuit, je ne pense pas demain, mais dans quelques décennies, qui est la grande possibilité d'avoir des champs de canne vraiment dans le sud de l'Espagne, dans le sud du Portugal, avec des vraies plantations, peut-être même en Camargue, comme il y a aujourd'hui. Hein. Bon, c'est les premiers tests, mais voilà, dans le sud de la France, c'est fort probable que ça puisse arriver un jour. Voilà. Ça sera un peu triste d'un autre côté, parce que si ce réchauffement climatique se confirme, ça va être la disparition d'un certain type de vignoble, en tout cas du vin qu'il y a aujourd'hui, et aussi peut-être de l'Armagnac que l'on connaît aujourd'hui, peut-être du cognac. Voilà. Donc ça sera un changement, mais je pense quand même que, pareil, je ne suis pas climatologue, mais je pense que ça va mettre quelques décennies, voire peut-être plusieurs siècles, mais c'est fort probable que ça arrive. Oui, alors je ne parlais pas de champs à perte de vue de canne à sucre, hein, bien évidemment, mais plutôt d'expérimentation. C'était vraiment dans cette démarche-là, bien évidemment. Une autre question que je me posais, c'est aujourd'hui, quels sont les rhums qui vous ont fait vibrer sur ce salon? Si vous en avez dégusté déjà hier, que vous allez certainement continuer à déguster et en découvrir quelques-uns aujourd'hui. Alors moi, déjà, le rhum du salon, hein, le Sweat Spirits au rhum, c'est un assemblage de 5 rhums blancs jamaïcains. Pour le prix qu'ils proposent, c'est un super rapport qualité-prix. Alors, je ne sais pas si on a le droit de communiquer un prix. On est à moins de 50 €, voilà. Et pour ce tarif, franchement, c'est une belle trouvaille, une belle pépite pour les gens qui aiment les rhums blancs, qui ont un petit peu de caractère. Alors oui, forcément, on cite Svel de Spirits avec la cuvée Sorum, mais il y a aussi son très 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 beau Hamden Anniversary sur son stand. Une bouteille qui a beaucoup fait parler d'elle. Également un blend jamaïcain chez 09 Spirits qui est très 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 beau, mais à un tirage infime.
Et puis coucou aussi à Gadiamble pour ses Savannah 2 ans, qui sont vraiment des produits à goûter pour moi. Et justement, je rebondis sur ces Savannah Gadiamble. En fait, c'est justement une alternative peut-être à l'augmentation forte des prix. C'est que justement, des gens comme Étienne vont chercher une spécificité, un produit sur un compte d'âge qui est très bas, puisqu'on est sur un 2 ans, mais qui va quand même avoir une qualité aromatique vraiment intéressante, que ce soit pour la personne qui découvre le rhum, mais aussi pour le geek. Et les 2 cuvées qu'il a sorties, justement, correspondent à ces 2 profils-là. Et on est sur un budget qui est raisonnable, puisqu'on est aux alentours de 60 €, je crois, la bouteille, ce qui est, comparativement parlant à d'autres maisons, tout à fait raisonnable. Et je vous inviterai aussi à découvrir, j'ai dégusté ça hier, c'est le rhum de Distilling Co. Un rhum qui est distillé à Bordeaux, un rhum de mélasse du Laos, si je ne dis pas de bêtises, et qui est très, très, très intéressant. Donc ça, c'est pareil, une belle découverte, comme quoi à Bordeaux, on peut faire du rhum. On n'a pas encore les cannes, mais on peut faire du rhum. On a quelques acteurs qui se lancent là-dedans. On sait on avait déjà également d'autres distilleries qui avaient fait quelques tests. Alors, c'est jamais évident de travailler sur de la mélasse importée. Mais est-ce que vous pensez qu'on va voir pareil une multiplication de ce type de test? Est-ce que c'est juste un ballon d'essai? Est-ce que c'est une tendance pareil pour d'autres producteurs de spiritueux, de gin ou whisky notamment, de basculer sur le rhum? Moi, je pense que ça peut se développer. Alors, on peut prendre l'exemple des bières ou des craft beers, où il y a une émergence folle depuis quelques années. Alors, sur le rhum, ce ne sera peut-être pas autant le cas, parce qu'une colonne ou un alambic, ce n'est pas le même budget que tout un système pour brasser de la bière. Mais on peut imaginer, oui, déjà sur Bordeaux, il y a justement Bordeaux Distilling qui est un alambic. Il y a Mon Arbor, et à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a d'autres sur Bordeaux. Bordeaux même, je crois qu'il n'y en a que 2. Mais à terme, il va y avoir, ouais, je pense, de plus en plus, et pourquoi pas des alambics en fait, qui seront en coopération peut-être, pour justement ne pas produire que du rhum, mais produire différents spiritueux, et aller chercher encore une fois des typicités différentes en fonction de la matière première qu'on va distiller. Alors oui, moi je pense qu'en effet, les démarches qui sont proposées à l'heure actuelle au niveau des tests et tout, c'est très intéressant. De toute façon, ils ne peuvent pas se retrouver à faire un produit parfait au premier ou au deuxième essai, c'est impossible. Il ne faut pas oublier que, surtout, nous, on commence à avoir l'habitude de déguster des rhums d'un certain compte d'âge. Et c'est vrai que goûter des choses qui ont moins de 5 ans, c'est peut-être difficile pour nous d'avoir un retour tout à fait... comment dire ça, Objectif ? Ouais, d'être tout à fait objectif sur un produit. Par contre, c'est vrai qu'il faut souligner la démarche. On parlait de Bordeaux Distilling, donc c'est vrai que pour avoir discuté un petit peu avec eux hier, c'est très intéressant. On va travailler avec, pour la première, de la mélasse du Laos bio. Ça reste quand même une idée qu'ils ont réalisée. Le produit est bon. Ce n'est pas quelque chose que moi j'achèterais forcément à l'heure actuelle, mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel, et puis ça permet aussi peut-être sur le très long terme de réduire les coûts de production, et donc forcément le coût de sortie des bouteilles plus tard. Ouais, donc la mélasse importée et la production de proximité, en fin de compte, c'est ce qui nous permettrait peut-être de combiner les différents efforts et sur le prix et sur une partie écologique, ou en tout cas réduire peut-être un peu l'empreinte carbone par rapport au rhum. Est-ce que c'est des choses auxquelles on prête une attention particulière en tant que caviste, justement dans la démarche, dans la sélection des produits? Oui, tout à fait. La sélection des produits. Moi, je viens du monde du vin, donc le plus important, c'est le terroir, avant tout. C'est vrai que moi, j'ai à cœur, le plus souvent possible, de d'abord distribuer des produits de distillerie, parce que c'est plus facile pour nous à expliquer, à raconter l'histoire, les spécificités, etc. Ensuite, en deuxième choix, les embouteilleurs indépendants, où là, c'est vraiment un travail de négociant extrêmement intéressant, avec un travail, comme on en parlait tout à l'heure, de vieillissement, de sélection, etc. Mais cette nouveauté, on va dire, de producteurs de whisky, de gin notamment, qui essayent d'élargir leur catalogue avec de nouveaux produits, tout n'est pas bon, loin de là.
Donc c'est vrai qu'on sélectionne, nous on est très, très rigoureux au niveau de la sélection, mais il y a quand même des super maisons voilà, qui font des produits et des assemblages géniaux. Ils ne sont pas sur le salon aujourd'hui, mais je pense à 12 par exemple, qui sont dans l'Aubrac, qui font des produits extraordinaires. Bordeaux Distilling, là, qui sont sur le salon, sont des gens adorables, qui font un travail remarquable, nous qu'on aime beaucoup, qu'on suit. Et c'est vrai que ce gin, ce premier, parce qu'ils font un super gin, mais ce premier rhum là qu'ils ont fait est extrêmement intéressant. Moi, personnellement, c'est le premier rhum du Laos que j'ai goûté. Je connais du Cambodge, du Vietnam, mais Laos, c'est vraiment le premier. Et c'est une nouveauté très intéressant. C'est un tout petit batch, malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais voilà, c'est ça qui est génial dans notre métier, cette découverte et cette multitude de produits voilà, quoi, qui nous permet de découvrir plein de choses, de découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles spécificités, et voilà, de pouvoir les proposer ensuite à nos clients. Et voilà, et après, c'est à eux de faire leur choix par rapport à leur goût. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre intervention, pour votre présence ce matin avec nous, ce moment d'échange et de partage de vos connaissances. On va vous souhaiter un bon salon, messieurs, et Merci, on se Yoann. retrouve rapidement. Merci à toi, à l'équipe du Sorum.